Nous avons la joie de recevoir ce matin Michel de Gégère pour un livre tiré du colloque de Renaissance catholique l'été dernier sur le thème « La démocratie peut-elle devenir totalitaire ?» avec des grands collaborateurs comme donc Michel de Gégère, Jacques Trémollet de Villers, Maxence Écart, Philippe Conrad, Martin Dauche, Xavier Dor, Frédéric Malaval, Michel Sarlon-Malasser, Henri de Lesquin, Bruno Gollnisch et Jean-Pierre Maugendre. Je vous dis tout de suite, si j'ai envie de dire, si vous n'aviez qu'un livre à acheter cet hiver, je pense que ce serait celui-là, tellement il répond à toutes les sonneries que l'on peut vivre en ce moment. Vous savez, chers auditeurs, ou vous ne savez peut-être pas, mais la demande de référendum pour les tristes affaires du mariage homosexuel a bien évidemment été refusée par le Parlement. Donc, notre thème, la démocratie peut-elle devenir totalitaire, semble à point nommé. J'ai envie de faire un petit cocorico sur Radio Courtoisie aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais je trouve que l'émission de Martial Bild ce matin, avec les grands marins que sont Desjoyaux, la biographie d'Apollinaire absolument fabuleuse, et Martial Bild qui nous récite de l'Apollinaire, je trouve que c'était une émission brillantissime et pleine d'humour. Voilà, et puis en arrivant dans le studio, j'ai rencontré Monseigneur Ray qui venait de Toulon participer à une émission que vous allez entendre de Didier Rochard. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que ce petit studio est absolument magnifique. Voilà, pardonnez-moi, mais vous savez que j'ai l'habitude de tout partager, mes colères comme mes joies, et donc là, c'est une grande joie de ce matin, et je voulais vous en parler. Quelques annonces, eh bien, j'aime beaucoup la prochaine exposition d'encre de Chine de Dominique Paulet à la Galerie Bansard, 26 avenue de la Bourdonnais, dans le 7e. Le vernissage commence le lundi 4 février à partir de 18h30 et c'est jusqu'au 17 février, toutes les après-midi, en présence de l'artiste. Donc Galerie Bansard, 26 avenue de la Bourdonnais, encre de Chine. L'annonce de l'exposition propose un oiseau à l'encre de Chine absolument magnifique. Une autre exposition aussi d'une amie de Radio Courtoisie, c'est Marine de Sauce, S2OS, qui expose ses sculptures, qui sont des sculptures figuratives, rassurez-vous, et elle expose au Primo Piano du Bon Marché. Et c'est l'entrée par la grande épicerie, à l'angle de la rue du Bac et de la rue de Sèvres. L'exposition commence le jeudi 7 février, le vernissage à 18h30, et dure jusqu'au 27 février. Michel de Ponsin, le vendredi 22 février à 18h30, donnera une conférence à la salle de l'Asième sur le sujet, c'est Michel de Ponsin qui organise, et son association catholique pour les libertés économiques. Et le sujet traité sera christianisme et liberté, et il sera traité par Monsieur Damien Tellier. Voilà. Et puis, samedi 2 février, c'est la 3e conférence apostolique du Centre Saint-Paul. C'est au Forum de Grenelle, dans le 15e, d'une très jolie salle, très confortable. Et le thème en est « Proche-Orient, demain, la guerre des monothéistes ». Sous-titre « La Syrie, anatomie d'un scandale ». Avec un témoin exceptionnel, Mère Agnès Mariam de la Croix, que nous avons pu entendre d'ailleurs dans l'émission de Bernard Anthony récemment. Donc, et puis bien sûr une conférence de l'abbé de Tanoirne. Donc samedi 2 février à 14h, de 14 à 18h30, Forum de Grenelle. L'entrée est de 10 € et 5 € pour les étudiants et les chômeurs. Voilà, chers auditeurs, toutes mes informations. Et je continue ma petite annonce sur ce concert qui va avoir lieu en l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie, l'église de l'Ordre de Malte, qui est 195 rue du Temple.
samedi 6 avril à 20h30. Et ce sont les 3 suites de Bach qui seront jouées par Vladimir Chevel. Et pour vous faire découvrir mieux ces suites de Bach, je vous offre ce matin la courante de la première suite, puisque vous savez que ces suites sont une succession de danses. Voilà, on resterait à l'écoute de Bach, évidemment, bien longtemps, mais nous avons envie d'entendre Michel de Gégère évoquer ce livre « La démocratie peut-elle devenir totalitaire ?» Peut-être tout de suite lire l'exergue que vous avez mis à ce livre. C'était une citation de Jean Madiran dans Les deux démocraties. Il existe 2 démocraties, l'une que nous avons nommée classique, l'autre moderne. Classique, la démocratie est celle qui a existé de tout temps ou presque et que l'on pourrait aussi bien, en un sens relatif, appeler éternelle. Elle est un mode de désignation des gouvernants. Moderne, elle fonctionne comme la démocratie classique. Apparemment, c'est la même. En réalité, c'est autre chose. Toujours le petit grain d'humour de Jean Madiran qui va montrer combien cette démocratie moderne est en effet bien différente. Michel de Gégère, comment est-ce que vous avez choisi ce sujet ? Comment choisissez-vous les sujets des colloques de Renaissance ? En général, nous essayons de choisir des sujets qui ont une certaine résonance dans l'actualité. Disons que nos universités d'été, qui réunissent chaque été autour du 14 juillet, une douzaine d'universitaires, de journalistes, d'essayistes, de chercheurs, d'historiens, visent à essayer de trouver dans l'histoire de la pensée, dans la réflexion, dans l'analyse sociologique, eh bien, un petit peu des clés permettant de décrypter les problèmes de l'heure, les questions qui se posent à nous. C'est-à-dire que on voit bien que dans le débat politique dans lequel nous sommes trop souvent enfermés, et malheureusement, qu'en veuillent les acteurs, d'une très grande médiocrité.
nous allons passer des mois à discuter du bien fondé du mariage homosexuel, qui est une question sur laquelle nos parents n'auraient pas passé une minute, qui aurait été liquidée comme une évidence. Bien, aujourd'hui, nous sommes enfermés dans la discussion de choses qui auraient paru évidentes à nos parents, scandaleuses à nos grands-parents. Et il nous semble qu'il ne faut pas fuir ces questions, mais il faut essayer d'aller aux causes. Il faut essayer de s'en abstraire un petit moment, ces 4 jours de réflexion, d'amitié, de détente, mais aussi de réflexion et de travail, pour essayer d'arrêter de se désoler des conséquences et d'essayer de remonter un tout petit peu aux causes. Parce que souvent, le combat politique consiste à intervenir quand c'est trop tard. Tout ce qui est fait aujourd'hui pour empêcher l'adoption de la loi dite sur le mariage pour tous est tout à fait légitime, excellent, réconfortant à bien des égards. Mais en même temps, on voit bien que dans l'évolution de la société et l'évolution de la vie politique, c'est tard. C'est-à-dire que c'est un combat de la dernière chance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener ces combats de la dernière chance. Le référendum vient d'être refusé par le Parlement hier. Mais tout ça s'inscrit dans une évolution de la pensée, une évolution de la société qui remonte bien plus haut. Et il nous semble qu'il est utile de chercher dans l'histoire de la pensée, quelles sont les causes des phénomènes que nous subissons, pour essayer d'intervenir plus en amont, pour essayer d'avoir une action plus en profondeur et nous l'espérons à terme plus efficace. Alors cette démocratie, elle est l'objet d'une propagande absolument éhontée. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu cette propagande ? Bien, c'est lié à la distinction. Nous sommes partis, vous avez lu le texte de Jean Madiran que nous avons mis en exergue de ce livre. Nous l'avons mis en exergue parce que c'est le départ de notre réflexion. Il est tiré des 2 démocraties, qui est un livre qui date, je crois, de 1976 et que je conseille à tous les auditeurs qui peuvent se le procurer. Peut-être on doit le trouver sur Internet, en librairie peut-être plus difficilement, mais peut-être chez France Livre ou Duquesne. Les 2 démocraties, livre absolument fondamental, extraordinairement éclairant, moi que j'ai lu tardivement et en me disant c'est dommage si j'avais lu ça en 1976 où j'avais 19 ans, eh bien ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps parce que c'est un livre extrêmement éclairant par son discernement, par sa profondeur. Et nous avons voulu un peu avec cette université d'été sur la démocratie bien prolonger le travail de Jean Madiran en l'actualisant 30 ans plus tard. Et 30 ans plus tard, les phénomènes que Jean Madiran avait discernés eh bien, ont développé une grande partie de leurs effets. La distinction fondamentale que fait Jean Madiran, donc qui fait l'objet de la petite citation que vous venez de lire, c'est la distinction entre 2 démocraties, la démocratie classique, la démocratie moderne. Pourquoi ? Elle est fondamentale parce que la démocratie, ce qu'on a appelé démocratie, disons jusqu'en 1789, eh bien, c'est un mode de désignation des gouvernants. C'est le fait que on estime dans certains régimes, on choisit de faire désigner leurs autorités politiques par le mode de l'élection. Et beaucoup de choses se faisaient par les élections. Le père abbé d'un monastère. Ou l'élection du pape, par le collège des cardinaux. Bon. Mais aussi en dehors de la vie ecclésiale. Dans les corporations, il y avait des élections. Et dans les municipalités, enfin dans les communes, etc. Donc ça, c'est ce que Jean Madiran appelle la démocratie classique. La démocratie moderne, il nous dit, c'est autre chose. Pourquoi est-ce autre chose ? C'est autre chose parce que, si vous voulez, la charte fondatrice de la démocratie moderne, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Et que trouve-t-on de fondamentalement nouveau de ce point de vue dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? Eh bien, 2 articles, l'article 3 et l'article 6. Je crois que le plus simple, c'est que je lise ces articles de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 3, le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Il faut savoir que lorsque le législateur de 1789, le constituant, dit la nation, il veut dire le corps électoral. C'est pas la nation au sens de nation historique, c'est la nation comme corps électoral. Donc cet article 3 nous dit que toute souveraineté réside dans le corps électoral et que aucun corps constitué, aucun individu, personne ne peut exercer d'autorité s'il n'émane pas, si cette autorité ne lui a pas été donnée par le corps électoral, donc par l'élection. Donc ça, c'est un principe tout à fait nouveau, c'est-à-dire que la démocratie... est confisquée. Non, c'est surtout que le principe électif
est le seul qui donne une légitimité à une autorité. Toute autorité qui n'est pas élective n'est pas légitime. Alors vous vous rendez compte ce que ça a de terrifiant, parce que il y a quand même toutes sortes d'autorités dans la vie, que ce soit la famille, que ce soit l'entreprise, que ce soit la vie sociale, l'Église, etc., avec des autorités qui ne sont pas électives. Ces autorités ne sont pas reconnues par l'article 3. Et l'article 6, la loi et l'expression de la volonté générale. Alors ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau, parce que dire que la loi est l'expression de la volonté générale, c'est dire que c'est la volonté qui fait loi. Dans une démocratie classique, la loi peut être votée par un parlement, peut être votée par des autorités qui ont été élues. Mais ces autorités élues vont chercher le bien commun et elles vont essayer de discuter pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour la société qu'ils ont le devoir de représenter. Mais si vous voulez, le basculement, il n'est pas d'imposer leur volonté, il est de chercher le bien. Il est de chercher le bien en dehors d'eux. Le basculement, il est que on passe d'un système dans la démocratie classique où l'Assemblée dit « je le veux parce que c'est juste ». J'ai réfléchi, j'ai débattu, je pense que la justice est là, donc je le veux. À un système, et ça va donner quand même, les auditeurs vont saisir toute l'actualité de cette affaire, à un système où l'on dit c'est juste parce que je le veux. Hein, on ne pose plus la question de savoir si une mesure, une loi est conforme au bien commun, mais si elle est conforme à la volonté des individus. D'où l'extraordinaire présence des sondages d'opinion où l'on demande en permanence à l'opinion, évidemment en la modelant par les mass médias, etc., mais peu importe à ce stade de la discussion, on demande en permanence si les Français sont pour alors le vote des étrangers, le mariage homosexuel, l'avortement, etc., etc. Donc, et à partir du moment où les Français sont pour, la discussion est close. Si une majorité de Français s'est prononcée dans un sens, la question du bien commun ne se pose plus. Donc ça, c'est une révolution juridique, puisque jusque-là, dans la démocratie classique, eh bien, l'élection était un moyen de chercher le bien commun et non pas d'accomplir la volonté générale. Alors, quelles sont les conséquences de ce basculement de la démocratie classique à la démocratie moderne ? Eh bien, la première conséquence, vous voyez, c'est que donc la démocratie aujourd'hui estime qu'elle est le seul régime possible. On dit classiquement, pour dire qu'un régime s'améliore, on dit qu'il se démocratise. Oui. Le démocratisme, c'est un jugement de valeur, c'est-à-dire c'est mieux, c'est mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux. À aucun moment, on ne se pose la question de savoir si c'est conforme au bien commun. Alors c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui a provoqué le phénomène d'aveuglement collectif sur les révolutions arabes. C'est que les révolutions arabes ont été des révolutions démocratiques. C'est vrai que le peuple a pu se prononcer par un mode d'élection, et donc les pays sont passés d'un ordre injuste au chaos. Du point de vue du bien commun, il est évident que le chaos, l'anarchie, la montée de l'islamisme, c'est moins bien. Aujourd'hui, je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord sur le fait que la situation dans l'Afrique du Nord est moins bonne qu'il y a 2 ans, quels que soient les défauts des régimes type Ben Ali ou Moubarak ou Kadhafi qui étaient avant. Mais la question ne s'est pas posée, puisque la démocratie, en vertu de l'article 3, si vous voulez, qui n'a pas force de loi internationale, mais qui est devenu une idéologie, si vous voulez, qui est devenu un principe que personne ne remet en question, quand quelque chose est démocratique, c'est irrésistible. Donc, la question du bien commun ne se passe pas. Et ne se pose pas. Mais la conséquence pour nous, c'est qu'un pouvoir démocratique est donc illimité, puisque si le fait de procéder de l'élection, c'est ça le bien, il n'y a aucune autorité qui puisse s'opposer à quelque chose qui est décidé par une élection. Et le deuxième principe, l'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Ça veut dire que la loi n'est que l'expression de la volonté générale, et que quand la volonté générale s'est exprimée, elle doit être irrésistible. C'est-à-dire que citez la majorité définit le bien et le mal. Voilà, il n'y a aucun principe transcendant qui puisse s'opposer. Il n'y a aucune loi naturelle qui puisse s'opposer à la volonté
de la majorité. Donc à partir du... vous voyez, c'est créer un pouvoir extraordinaire. Alors c'est là le ferment totalitaire de la démocratie. Ça peut paraître provocateur d'associer les mots de démocratie et de totalitarisme, parce que dans la vulgate dominante, la démocratie c'est le remède du totalitarisme. Le totalitarisme c'est l'inverse de la démocratie. Et je crois que c'est une erreur sur la définition même du totalitarisme. Le totalitarisme, ça n'est pas le règne de la police et la répression de la liberté individuelle. C'est pas ça l'essence du totalitarisme. L'essence du totalitarisme, le mot le dit, totalitarisme, c'est la prétention de l'État à être une totalité. C'est-à-dire, c'est la prétention de l'État à régenter tout. Hein, l'idée selon laquelle il n'y a aucune autorité naturelle, aucun principe transcendant qui puisse faire échapper la personne, la famille, la communauté professionnelle, la communauté à l'emprise de l'État. C'est ça le totalitarisme. Or, vous voyez que les principes dont nous venons de parler, l'article 3 et l'article 6 des droits de l'homme, fondent un totalitarisme qui n'est pas un totalitarisme policier, mais qui est un totalitarisme quand même, puisque cet État démocratique, cet État doux, cet État soi-disant respectueux des libertés individuelles, il a la prétention à régenter tout, puisqu'il ne reconnaît aucune loi naturelle, aucun principe transcendant, aucune autorité en dehors de lui. D'où la réflexion que nous avons voulu mener sur cette nature totalitaire en puissance de la démocratie. Et puis il y a cette chose amusante sur la majorité. Quand la majorité vote bien, c'est une bonne majorité. Si elle vote mal, ce sont des populistes. Alors, effectivement, j'aimerais bien développer ce point parce qu'il est très intéressant, parce qu'il vient de façon récurrente et on en a encore un exemple, effectivement, avec le refus du référendum sur le mariage. On a eu toutes sortes d'exemples avec les référendums européens, etc. Tous ces pays qui refusent. Etc. Si vous voulez, la première objection que l'on peut faire, l'objection qui tombe sous le sens, à l'association du mot démocratie avec le mot totalitaire, c'est l'idée que nous vivons bien, que nous sommes ici, que nous pouvons parler, ni vous, Anne, ni moi n'allons être arrêtés par la police en sortant d'ici. Et donc on va dire, ça prouve que nous ne sommes pas dans un État totalitaire. Encore une fois, le totalitarisme, ça n'est pas la police. Le totalitarisme, c'est la destruction des communautés naturelles, des autorités naturelles, etc. Or, cette destruction n'est pas accomplie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et la démocratie s'en vante, aujourd'hui, dans une démocratie, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir un métier, vous pouvez avoir une citoyenneté française, jouir de la nationalité française, profiter de l'existence de l'État français, vous pouvez aller à la messe, etc. etc. Donc, l'Église, la nation, la famille, l'entreprise, ça existe encore. Mais il faut voir que ces autorités, ces communautés naturelles qui effectivement ne procèdent pas de l'élection sont quand même en contradiction avec ce principe de l'article 3 selon lequel aucune autorité ne doit subsister en dehors du corps électoral. Et pourquoi subsiste-t-elle encore ? Alors on pourrait dire parce que justement toute votre démonstration est fausse, parce que la démocratie n'est pas totalitaire. Non, elle subsiste encore parce qu'il y a aujourd'hui une majorité de Français, et puis ça serait vrai dans d'autres pays, qui sont pour la famille, qui sont pour l'entreprise, qui sont pour l'existence de l'Église. S'il n'y aurait pas de majorité en France pour interdire la famille, enlever systématiquement les enfants à leurs parents, pour interdire aux gens d'aller à la messe, pour déjà, interdire... Mettre les enfants à l'école à 2 ans, ça commence... Non, mais justement, j'y viens. Il n'y aurait pas d'autorité. Le fait que ces autorités, la famille, l'Église, l'entreprise, la nation, qui sont nées de l'histoire, qui ne sont pas nées de l'élection, qui sont donc qui sont issus de principes non démocratiques, mais étant nés de l'histoire, ils sont là. La démocratie n'est pas arrivée sur une table rase, elle est arrivée sur une société qui est modelée par une histoire, et une histoire vécue selon des principes traditionnels, avec donc des familles, des entreprises, une église, une nation. La démocratie a dû composer avec cette existence parce que les gens, sans y avoir beaucoup réfléchi, sont majoritairement attachés à ces institutions. Et encore une fois, il n'y aurait pas de majorité pour la dissolution de la famille, l'interdiction de l'église, la suppression de l'entreprise, la nationalisation de tout, etc. Bon.
Et il y a donc une contradiction entre le principe démocratique et la loi de la majorité, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire que la démocratie qui veut faire prévaloir la majorité partout se trouve dans la situation où la loi de la majorité est hostile à ses propres principes. Donc elle a été obligée de composer. Et comment compose-t-elle ? Eh bien en attaquant ses institutions de biais. Alors on n'interdit pas la famille, mais on promeut le divorce, l'avortement, la contraception, le mariage homosexuel et tout ce qui peut dissoudre en cas d'héritage, etc. On n'interdit pas l'entreprise individuelle, mais on vous taxe à des niveaux confiscatoires, on empêche le chef d'entreprise... Je regardais... Quelquefois, je regarde Plus belle la vie, chers auditeurs, juste pour avoir une petite idée du monde réel, hein, puisque des millions de gens regardent. Alors, hier, c'était un inspecteur qui arrive dans un hôtel et qui dit tout ce qu'il faut changer pour que l'hôtel soit autorisé à survivre. Alors, il y avait l'escalier extérieur, il y avait changer toute l'électricité, les conduites d'eau, les machins, enfin bref. La petite hôtel allait pouvoir fermer. Voilà. Donc, si vous voulez, l'entreprise est attaquée de biais, la famille est attaquée de biais, l'Église est attaquée de biais. L'Église est attaquée sous le signe de la laïcité en disant vous êtes catholique, c'est très bien, mais il faut que ça reste dans la sphère privée. Surtout, vous ne sortez pas de votre trou et vous ne vous affirmez pas en tant que catholique, au point d'ailleurs que même les catholiques ont intériorisé cette laïcité et pensent que c'est une activité privée, je ne dirais pas honteuse, mais en tout cas à pratiquer avec une très, très grande discrétion. Et la nation, eh bien la nation, communauté naturelle, hein, pas la nation au sens de corps électoral, la nation France, eh bien elle est attaquée. Si encore une fois on faisait un référendum en disant voulez-vous abdiquer votre souveraineté, évidemment que les Français majoritairement diraient non, nous voulons garder notre souveraineté, nous voulons que la France reste la France. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on la démantèle par petits bouts, on fait des... Bon, l'Europe est évidemment un moyen, alors on vous présente ça comme la construction d'une supernation, en invoquant des exemples historiques, en invoquant Charlemagne et que sais-je, et en réalité, petit à petit, on démolit les nations par l'immigration, par l'européisme, pour tout ça arriver à une espèce de magma mondialiste. Mais de temps en temps, cette contradiction se fait que les institutions non démocratiques jouissent de l'appui de la majorité se manifestent. Parce que de temps en temps, pour des raisons procédurales, pour des raisons politiques, pour faire passer les choses, etc., on organise un référendum pour avoir l'air de dire nous sommes cohérents, nous sommes démocrates, donc nous demandons à la majorité de se prononcer sur ce que nous faisons. Et là, il y arrive qu'il y ait des ratés. Alors c'est le cas, par exemple, des référendums européens où la majorité s'est prononcée finalement contre la disparition de la nation, contre la disparition de ce qui fait obstacle au droit. Bien. Et alors, on a inventé un mot pour désigner ce phénomène, c'est le populisme. Le populisme, c'est quand la majorité est attachée à des institutions jugées non démocratiques. Parce que la démocratie est une idéologie, c'est l'idéologie qui veut mettre la loi du nombre partout, casser toutes les autorités, casser tous les principes transcendants. Et quand la majorité y est attachée, c'est bien embêtant dans un système démocratique, puisque normalement la majorité est reine. Alors on invente le mot de populisme, c'est quand le peuple a tort. Hein. Mais vous savez, tout ça était déjà dans Rousseau, hein, quand il disait « on les forcera d'être libres ». Voilà. Et donc, il faut changer de peuple. Voilà. Et d'où ce mot extraordinaire de populisme, qui est le mauvais peuple. Le peuple, quand le peuple est égaré, hein, le peuple qui se trompe. C'est tout à fait fascinant de vous entendre. C'est pas un problème qui date d'hier, c'est plutôt d'avant-hier. Saint Thomas d'Aquin avait déjà bien abordé le sujet. Je trouve que ce livre est, chers auditeurs, extrêmement enrichissant parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Voilà ce que dit Saint Thomas d'Aquin. Si un peuple est bien mesuré et sérieux, gardien très diligent de l'utilité commune, c'est à bon droit qu'on portera une loi permettant à un tel peuple de se donner les magistrats par lesquels la chose publique sera administrée. Toutefois, si par la suite, devenu peu à peu dépravé, ce même peuple rend vénal son suffrage et confie le gouvernement à des infâmes et à des scélérats, c'est à bon droit que le pouvoir de conférer les honneurs sera retiré à ce peuple et qu'il retournera à l'arbitrage d'un petit nombre d'hommes de bien.
Alors vous voyez là, le petit nombre d'hommes de bien. Vous comprenez bien que les propos de saint Thomas d'Aquin sont insupportables pour l'homme moderne, puisqu'il estime qu'il y a des moments où la démocratie est légitime et d'autres moments où elle ne l'est pas. Or, comme l'a montré Jean Madiran, c'est exactement le contraire de l'essence de la démocratie moderne, parce que c'est c'est nier la légitimité absolue de la démocratie, la légitimité permanente de la démocratie, et puis c'est surtout, et je crois que c'est quand même là le cœur du problème, c'est imaginer un bien commun en dehors de la volonté générale. Et je voudrais, puisqu'il dit on va retirer à la volonté des individus, à la volonté de la majorité, on va retirer l'État pour que le bien soit supérieur. Et donc je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs sur cette question, parce qu'elle me paraît fondamentale. C'est la différence entre volonté générale et bien commun. Au fond, la révolution démocratique, ça a été de substituer la volonté générale au bien commun. Dans les deux cas, vous avez général pour volonté, vous avez commun pour bien. Dans les deux cas, nous sommes en apparence dans la recherche de quelque chose de collectif. Mais dans bien commun, rechercher le bien commun, c'est chercher quelque chose qui est extérieur à soi. C'est-à-dire que il y a le mot bien, et ce bien est objectif. On le cherche en tâtonnant. L'individu le cherche évidemment avec ses limites, mais il cherche quelque chose qui est extérieur à lui, le bien. La volonté générale, la volonté c'est intérieur. Et donc, proclamer la souveraineté de la volonté générale, ça va être que l'action de la politique, l'action de l'homme politique, va être d'essayer de transformer sa volonté individuelle en volonté générale. Ce que je voudrais que tout le monde le veuille pour que ça devienne la volonté générale. Mais vous voyez que c'est très différent. C'est une hypertrophie de l'individualisme. C'est-à-dire que ma volonté devienne la volonté de tout le monde. Et à partir du moment où il n'y a plus de bien objectif, on rentre dans un subjectivisme collectivisé, si on veut, puisqu'il y a volonté générale, mais un subjectivisme absolu. Et c'est cette révolution qui a porté tous ses fruits par le développement même des principes démocratiques. Cette révolution a porté ses fruits au XXe siècle, surtout pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et dans une très intéressante conférence dans ce volume de Martin Dauch est consacrée à ce sujet, sous le titre « L'individualisme totalitaire ». Et il cite notamment à ce sujet un livre de Pierre Manant qui s'appelle « La cité de l'homme ». Je voudrais vous lire cette citation parce qu'elle résume la situation dans laquelle nous sommes, je crois. « L'homme moderne, en tant que moderne, fuit la loi et la poursuit. Il fuit la loi qui lui est donnée et il cherche la loi qu'il se donne. » Vous voyez, c'est ça le subjectivisme, c'est-à-dire qu'on refuse, parce que nous sommes environnés de lois, il y a comme vous le disiez pour l'hôtel de Plus belle la vie, il y a des lois en permanence, etc. Mais l'essentiel est que cette loi ne soit pas une loi qui m'ait été donnée, que ce soit une loi qui corresponde à ma volonté collectivisée, à la volonté qu'il se donne. Je reprends Pierre Manant. Il fuit la loi qui lui est donnée par la nature, l'ordre naturel, par Dieu, l'ordre naturel divin fondé en Dieu, ou qu'il s'est donné à lui-même hier. La loi d'hier est déjà dépassée, et qui aujourd'hui, nous dit Pierre Manant, lui pèse comme la loi d'un autre. Il cherche la loi qu'il se donne à lui-même et sans laquelle il serait le jouet précisément de la nature, de Dieu ou de son propre passé. Et vous voyez, là, c'est l'individu moderne perdu dans son narcissisme, perdu dans la contemplation de soi, qui ne veut d'autre loi que celles qui correspondent à son désir. Et donc, les conséquences sont considérables parce qu'une fois posée l'inexistence, ou en tout cas l'innocuité de Dieu, l'inexistence d'un ordre naturel, l'inexistence d'un ordre des choses et la souveraineté de l'individu roi, eh bien, il faut en développer toutes les conséquences, en éliminant tout ce qui reflète encore dans nos institutions, nos lois, nos comportements, nos mœurs, la soumission des hommes à ce vieil ordre naturel ou surnaturel, et on arrive à nouveau à la destruction de la famille, à la destruction des communautés naturelles, à la destruction de l'entreprise, à la destruction de la nation. Et alors cette révolution
s'est développée au XXe siècle, encore une fois, par le développement naturel de l'idéologie démocratique telle qu'elle est exprimée par la Déclaration des droits de l'homme, mais encouragée, nous dit Martin Dauch, et je crois qu'il a raison, bien d'abord par la révolution de la consommation après la Deuxième Guerre mondiale, par le fait de l'arrivée de cette société de consommation, de cette économie qui n'était plus centrée sur la production, mais centrée sur la consommation. Il y a également dans ce livre une très, très intéressante conférence de Michel Servan-Malasser sur la tyrannie de la consommation, où il montre cette révolution économique, où on est passé d'une économie où l'on prend en compte l'homme comme producteur, comme consommateur, comme père de famille, comme citoyen, à une économie où la seule chose qui est nécessaire, c'est la satisfaction du consommateur. Alors évidemment, le consommateur, il est content d'avoir une chemise faite à Taïwan qui va payer 10 fois moins cher que celle qui aurait été fabriquée en France avec des méthodes artisanales, etc. Donc comme consommateur, il est satisfait de la mondialisation et on le lui répète. On lui répète que cette mondialisation a provoqué la prospérité, elle lui donne accès à des tablettes, à toutes sortes de matériel nécessaires ou complètement inutiles, mais en tout cas valorisants, etc. Sauf que c'est une erreur sur l'homme, car l'homme n'est pas que consommateur. Il est aussi producteur, et alors il se trouve qu'il est au chômage. Il est aussi père de famille et il n'arrive pas à élever ses enfants. Il est aussi un enfant de Dieu et il peut perdre son âme. Bon, et donc on est arrivé à une conception de l'homme comme pur consommateur par le développement de cette société de consommation où on a choisi de développer uniquement l'intérêt de la consommation. Mais philosophiquement, cette société de consommation a également changé les mentalités dans la mesure où elle a fait de la satisfaction, de l'accroissement des désirs individuels, non seulement le ressort du système économique, mais au fond le fondement d'une espèce d'idéologie de l'individu roi qui considère que la satisfaction de ses désirs doit être un absolu. Et vous vous rendez compte qu'en politique, ça a des conséquences considérables. J'ai envie de résumer. Vous savez, il y avait une émission qui s'appelait « C'est mon choix », où il y avait des situations débiles. Tout est dit. Il y a dès maintenant, le titre. le slogan, c'est « mon choix, c'est ma loi ». Voilà. Et c'est le résumé de la pensée moderne. Et ça a été très bien caricaturé par le rabbin Bernheim. J'ai écouté hier sur Internet la présentation, la défense de leur proposition par les membres, les religieux. Monseigneur 23, l'orthodoxe, le protestant et le rabbin. Et j'ai entendu le rabbin dire l'idée, c'est que quand on s'aime, il faut qu'on se marie. Et il a très justement dit, mais tous ceux qui s'aiment ne pourront pas se marier. En effet, le père ne pourra pas se marier avec sa fille, le frère avec la sœur, et etc., etc. Il a mis la limite. Il a mis la limite. Enfin, la limite pour l'instant. Pour l'instant. La limite pour l'instant. Parce que si vous voulez, on voit très bien que dans cette affaire, la grande revendication des féministes des années 60, un enfant si je veux, quand je veux, nous en arrivons aujourd'hui à son terme avec la procréation pour autrui. Après tout, si un couple d'homosexuels a envie d'un enfant, pourquoi est-ce qu'on lui interdirait d'en avoir un? S'il a envie, comme dit monsieur Pierre Berger, d'en faire fabriquer un, parce que louer son ventre, c'est pas plus compliqué que louer ses bras. C'est pas plus... Bon, vous voyez, c'est là où les principes ne sont pas neutres. Non. Si vous voulez, souvent, et je reviens à l'Université de Renaissance catholique et à cet ouvrage, La démocratie totalitaire, la démocratie peut-elle devenir totalitaire? Quelquefois, on nous a fait le reproche de dire, écoutez, oui, vous êtes gentil, mais vous organisez des universités très, très intéressantes, mais sur des questions de principe, alors que nous sommes confrontés au réel. Ce qu'on veut, c'est des solutions. Comment élever nos enfants, que faire aujourd'hui, s'engager en politique. C'est plus utile d'aller coller des affiches que d'aller réfléchir à la démocratie totalitaire. Je crois que c'est quand même une erreur. Évidemment, il n'y a pas de solution unique. Il faut tout faire. Il faut élever ses enfants, il faut coller des affiches certainement à certains moments, mais il faut aussi s'arrêter pour réfléchir. Pourquoi faut-il s'arrêter pour réfléchir? Parce que les principes ont un développement, une dynamique interne, et que, si vous voulez, à partir du moment, on le voit dans cette affaire de mariage homosexuel, où encore une fois, la réaction est très saine et très bonne, mais elle est tardive, c'est trop tard. C'est trop tard. À partir du moment où nous avons laissé, personne n'y peut rien, mais nous avons laissé la société admettre comme un principe un enfant si je veux, quand je veux,
Et ça date à la limite de la contraception, si vous voulez. Hein. Je veux dire, on a du développement exponentiel de la contraception, puis de l'avortement, etc. À partir du moment où on a laissé développer cette idée, eh bien, il était dans la logique propre de l'idée qu'on en arrive à dire, après tout, si un couple d'homosexuels s'aiment et qu'ils veulent des enfants, pourquoi pas ? Mais c'est un exercice très, très, très intéressant de continuer et d'aller jusqu'au bout d'un raisonnement. Quand la volonté générale aura décidé que les vieux, on les fait passer ad patres. Ça sera irrésistible. Parce que ça coûte cher, ça sera irrésistible. Avec quelques cas douloureux mis en avant par la télévision, on sait comment ça fonctionne. Oui, on sait comment. Alors, il y a d'abord, je voudrais tout de suite dire, vous pouvez trouver ce livre à Renaissance catholique, 23 bis rue Édouard Newport, 92 150 sur Rennes. Et puis, vous pouvez aussi aller sur le site et commander avec une carte bleue, renaissancecatholique.org. Alors, il vaut 22 € pour un livre de 380 pages, et en fait, qui a une douzaine d'auteurs. Je peux vous dire que vous en avez 3 et 2, 5, vous avez 10 livres en réalité avec un seul. Donc c'est l'affaire de l'année. Tout ça a déjà été... bon, il y a aussi un passage que j'aime beaucoup, mais je vais l'inviter parce que c'est remarquable. C'est tout un texte de Jean-Pierre Maugendre sur l'Église et la démocratie. Oui, il a fait un très très gros travail. Il a fait un travail énorme. Un très gros travail sur le magistère pontifical, sur la démocratie. Voilà. De même que vous avez évoqué la démocratie à Athènes et vous rétablissez quelques vérités, on va en parler. Jean-Pierre Maugendre, lui, fait un historique des rapports entre l'Église et la démocratie, c'est fantastique. Et on apprend beaucoup de choses sur le ralliement et tout. Mais encore une fois, je ne vais citer que Louis Veuillot, parce que c'est très très bon. Toujours cette volonté générale qui s'articule sur la nouveauté, c'est bien parce que c'est nouveau. Et voilà ce que écrit Louis Veuillot, c'est quand même pas, c'est pas hier, hein. Ce qui porte surtout nos adversaires à encourager les démarches qu'on semble faire vers eux, ce n'est point l'espérance d'une conciliation qui n'est point dans leur désir. Ils savent que nos concessions les plus extravagantes n'iront jamais à moitié chemin du but où tendent leurs doctrines. C'est page 165. On leur fait plaisir rien qu'en s'intitulant, rien qu'en parlant de besoins nouveaux. Quoi ? Des besoins nouveaux ? On l'avoue enfin. L'humanité éprouve des besoins nouveaux. À des besoins nouveaux, il faut de nouveaux dogmes. Donc, la prétendue révélation chrétienne n'est pas complète. L'humanité a marché et le christianisme reste stationnaire. Donc, le christianisme n'est pas divin. La démocratie répond aux besoins nouveaux du monde. Donc, le vrai christianisme, c'est la démocratie. Voilà leur raisonnement. Pourquoi ne pas couper court à cette dialectique qu'ils prétendent nous attribuer en leur disant tout de suite que le besoin nouveau de l'humanité, c'est simplement d'apprendre le catéchisme et de mettre en pratique la foi, l'espérance et la charité. Voilà ce texte d'un humour terrifiant de Veuillot qui est très très intéressant. J'ai envie de vous poser tout de suite la question, Michel de Gégère. Il va arriver un moment où l'évangile, le catéchisme, va rentrer en opposition directe avec la démocratie. Oh ce moment est arrivé depuis longtemps. Oui, mais le choc frontal va... Comment ils vont faire ? Le choc frontal, il est quand même depuis malgré tout, au moins la loi Veil, on peut dire qu'il y a une... si vous voulez, encore une fois, tout a commencé, ce choc a commencé avec la contraception, mais là on est dans des enseignements pontificaux, etc. Mais quand il s'agit de la loi Veil, c'est une tueur à point. C'est quand même les commandements qui sont pris de façon frontale par la volonté générale, qui sont
qui sont niés de façon frontale par la volonté générale. Et l'article de Jean-Pierre est extrêmement intéressant parce que il a remonté depuis VI jusqu'à Benoît XVI tous les enseignements pontificaux et il montre comment, les papes ont, à l'exception peut-être de Pie VI, qui est le pape de la Révolution française, qui lui a condamné de façon extrêmement globale toute la démocratie et tous ses principes, mais le reste de l'enseignement pontifical passait cette réaction qu'on peut peut-être expliquer un petit peu par les circonstances. Les papes ont toujours distingué au fond les deux démocraties, la démocratie classique et la démocratie moderne, et même Léon XIII, pape du ralliement, condamne la démocratie moderne. Ne cesse de rappeler que la démocratie est soumise à l'ordre naturel et qu'une démocratie qui s'affranchirait de l'ordre naturel, serait illégitime. Et curieusement, parce que ça, nos auditeurs n'en ont pas forcément une conscience claire, le pape qui est le plus violent sur la démocratie, curieusement, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II, notamment dans Veritatis Splendor et dans Evangelium Vitae, développe l'idée de démocratie totalitaire. Il emploie le terme, il dit qu'une démocratie qui s'affranchit des droits de Dieu, non seulement ne respecte pas les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme ne sont compréhensibles comme reflet des droits de Dieu, mais un tel régime est totalitaire et produit des lois qui ne sont que des apparences de lois. Et c'est la condamnation la plus forte de la démocratie par l'enseignement pontifical. C'est-à-dire que Jean-Paul II s'y connaissait en totalitarisme. Voilà. Il était un expert. Oui, il a eu cette grande lucidité de comprendre que l'opposition factice entre totalitarisme et démocratie, qui avait eu sa légitimité avec la guerre froide et l'affrontement Est-Ouest, etc., il a eu quand même cette très grande lucidité, ayant connu le totalitarisme soviétique, de reconnaître le totalitarisme de la démocratie libérale qui s'exerçait pourtant sous des formes très différentes. Comme Solzhenitsyn. Voilà, comme Solzhenitsyn. Il y a aussi un texte extraordinaire, c'est le texte de Tocqueville. Texte de Tocqueville qu'on connaissait, mais c'est le prophète de la démocratie totalitaire. Il est chaque jour un peu plus vrai. Ouais. Donc on va s'offrir la lecture de ce texte. Très volontiers. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Donc il annonce la forme de tyrannie que la démocratie peut engendrer. Voilà. Donc ce pouvoir, il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais, au contraire, il ne cherche qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Ce pouvoir aime que le citoyen se réjouisse, pourvu qu'il ne songe qu'à se réjouir. Entre parenthèses, Homo festivus. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il poursuit leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur retirer entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme dans la volonté d'un plus petit espace et dérobe peu à peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses. Elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait. Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit pas, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète. Il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger.
il y a toujours beaucoup de gens qui s'accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus quand c'est au pouvoir national qu'ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance. Lorsque le souverain est électif ou surveillé de près par une législature réellement élective et indépendante, l'oppression qu'il fait subir aux individus est quelquefois plus grande, mais elle est toujours moins dégradante, parce que chaque citoyen, alors qu'on le gêne et qu'on le réduit à l'impuissance, peut encore se figurer qu'en obéissant, il ne se soumet qu'à lui-même et que c'est à l'une de ses volontés qu'il sacrifie toutes les autres. Voilà ce texte prodigieux, texte quand même, prodigieux écrit autour de 1830. Ouais. Et il a vu la société dans laquelle nous vivons, avec effectivement cette obsession des fêtes, cette obsession de la protection, cet état doux, puissant et tutélaire qui veut nous empêcher le souci de penser et la peine de vivre. Alors, beaucoup de messages, chers auditeurs. Comme vous le suggérez, Michel de Gégère, la frontière entre ceux qui tournent en rond sur leur propre subjectivité et ceux qui veulent, à travers l'autre, rencontrer Dieu et grandir en amour, comme l'ont montré les écrivains comme Dostoïevski. À notre époque, sur certaines républiques, la démocratie est une dictature sournoise, bien sûr. La série Plus belle la vie est une pourriture ambulante, mais je le sais bien, qui fait l'apologie de la pédérastie et du métissage. Je le sais très bien, monsieur. Mais ça se passe dans le quartier du Panier. Vous avez tout à fait raison. Mais de temps en temps, je me fais des petites piqûres de rappel pour voir le monde tel que les autres le voient. Bon, beaucoup de messages. Peut-être il nous reste 5 minutes, Michel de Gégère. La démocratie ancienne, Athènes, alors, en 3 minutes. En 3 minutes, c'est un petit peu difficile. Disons que j'ai voulu faire une comparaison entre la démocratie athénienne et la démocratie moderne, parce que depuis surtout la Troisième République, la démocratie athénienne est la référence à laquelle la République française qu'invoque la République française comme étant le modèle. Et en réalité, lorsque l'on étudie d'un petit peu près les institutions démocratiques à Athènes, bon, d'abord on voit qu'elles n'ont pas eu que des qualités, elles ont eu aussi des défauts, ça a quand même amené à la ruine d'Athènes, mais surtout, on voit que ça n'a absolument rien à voir avec la démocratie moderne, et la démocratie athénienne prend au contraire le contre-pied absolu de ces deux principes dont nous parlons, de ces deux principes de la Déclaration des droits de l'homme, puisque d'une part, la démocratie à aucun moment ne se considère comme le seul régime possible, puisque au contraire, si vous voulez, le texte par lequel les Grecs ont manifesté l'excellence, ont proclamé l'excellence de leurs institutions, c'est dans Hérodote, lorsque Hérodote met en scène l'opposition entre les Perses et les Grecs, si vous voulez, les Perses incarnant la servitude et les Grecs la liberté. L'exemple qu'il donne, c'est l'exemple d'un Spartiate comme exemple de la liberté, alors que le régime spartiate est une oligarchie qui n'a absolument rien d'une démocratie, mais simplement parce qu'il règne la loi et non pas le caprice du tyran. Pour les Grecs, la liberté, c'est le règne de la loi. Mais après, il faut s'entendre sur ce que c'est que la loi, car la loi en Grèce, ça n'est pas le fruit de la volonté générale, c'est le fruit d'une réflexion sur le bien commun, au point que il y a même une poursuite pour quelqu'un qui proposerait une loi illégale. Une loi. Il est ostracisé. Non, il peut être condamné à mort. Condamné à mort pour avoir proposé une loi illégale. C'est-à-dire que la loi est tellement conservatrice, c'est un conservatoire de l'ordre du cosmos, et donc on peut ajuster ici et là des règlements, mais on ne peut pas changer la loi. Sans parler des lois non écrites, chère Antigone. Et au nom de ces lois non écrites, Madame Taubira aurait du souci à se faire dans une démocratie athénienne, finalement. Merci beaucoup, Michel de Gégère, de cette présentation magistrale. Vraiment, chers auditeurs, lisez ce texte. Il y a un argument de Trémollet de Villers qui est très drôle, c'est que sous la monarchie, on pouvait négocier ses impôts parce qu'il y avait des corps intermédiaires. Aujourd'hui, essayez de négocier vos impôts, vous m'en direz des nouvelles. Bref, ce livre procure un grand bonheur parce que nous apprenons beaucoup de choses et il remet le réel à sa place. Merci beaucoup, Michel de Gégère. La démocratie peut-elle devenir totalitaire ? C'est publié par Renaissance catholique et vous pouvez acquérir ce livre sur le site internet renaissancecatholique.org et
Renaissance catholique, 23 bis rue Édouard Newport, 92 150 Suresnes. Merci beaucoup.